Chapitre 18. On entendit des pas, une voix d'homme, puis une voix de femme, un éclat de rire et, aussitôt après, entrèrent les hôtes attendus. Sappho Stoltz et un jeune homme resplendissant de santé qu'on appelait Vaska. On voyait que les viandes saignantes, les truffes et le bourgogne lui avaient bien réussi. Vaska s'inclina devant les dames et leur jeta un coup d'œil, mais cela ne dura pas plus d'une seconde. Il entra dans le salon derrière Sappho et la suivit comme s'il était attaché à elle. Il tenait ses yeux brillants fixés sur elle. On eût dit qu'il voulait la dévorer. Sappho Stoltz était une blonde aux yeux noirs. Elle entra avec assurance, faisant de tout petits pas de ses mules à hauts talons, et serra la main des dames avec une énergie masculine. Anna n'avait encore jamais rencontré cette nouvelle célébrité, et fut frappée par sa beauté et par l'audace de sa toilette et de ses manières. Sur sa tête s'élevait un véritable échafaudage de cheveux vrais et faux, d'une nuance tendre et dorée. Sa tête avait ainsi la même hauteur que son buste très proéminent et très décolleté. Elle se portait en avant d'un élan si impétueux que chacun de ses gestes révélait sous sa robe la forme de ses genoux ou de ses jambes, et on se demandait malgré soi où, derrière, dans cette montagne postiche oscillante, se terminait réellement ce corps mince et élégant, si découvert de haut et si bien caché derrière en bas. Betsy se hâta de la présenter à Anna. « Figurez-vous que nous avons failli écraser 2 soldats, commença-t-elle aussitôt avec des clins d'yeux et de sourires, en rejetant en arrière la queue de sa robe qu'elle avait d'un mouvement brusque amenée trop de côté. J'étais en voiture avec Vaska. Ah, c'est vrai, vous ne vous connaissez pas. Elle présenta le jeune homme qu'elle nomma par son nom de famille, rougit et se mit à rire de la bévue qu'elle avait commise en appelant Vaska devant une personne qu'elle ne connaissait pas. Vaska salua de nouveau Anna, mais ne lui dit rien. Il se tourna vers Sappho. « Vous avez perdu votre pari. Nous sommes arrivés les premiers. Payez votre dette, » lui dit-il en souriant. Sappho se mit à rire, encore plus gaiement. « Pas maintenant, » dit-elle. « C'est égal, vous me revaudrez cela. C'est bon, c'est bon. Ah, oui, » s'écria-t-elle brusquement, en s'adressant à la maîtresse de maison. « Je suis bonne. J'ai oublié. Je vous amène un invité. Le voilà. » Jeune invité qu'on n'attendait pas et que Sappho avait oublié était d'un si haut rang que, malgré sa jeunesse, les 2 dames se levèrent pour l'accueillir. C'était le nouvel adorateur de Sappho. Il la suivait maintenant à la trace, comme Vaska. Peu après arrivèrent le prince Kalouchski et Lise Merkalov, accompagnés de Stremov. Lise Merkalov était une brune maigre, au type oriental et aux airs nonchalants, avec de beaux yeux que tous disaient impénétrables. Sa toilette sombre, Anna le remarqua tout de suite et y fut sensible, convenait parfaitement à son genre de beauté. Autant Sappho était brusque et tranchante, autant Lise était douce et abandonnée. Mais Lise, au goût d'Anna, était beaucoup plus attirante. Betty avait dit à Anna que Lise se donnait des airs d'enfant candide. Lorsqu'Anna la vit, elle sentit que c'était faux. Elle était vraiment candide, gâtée, mais charmante et irresponsable. Il est vrai qu'elle avait le même genre que Sappho. 2 soupirants, l'un jeune, l'autre vieux, la suivaient comme s'ils étaient cousus à ses jupes et la dévoraient des yeux. Mais il y avait en elle quelque chose de supérieur à ceux qui l'entouraient, l'éclat d'un diamant parmi ses verroteries. Cet éclat sortait de ses beaux yeux, réellement impénétrables. Le regard las, et en même temps passionné de ses yeux cernés d'une ligne sombre, frappée par son absolue sincérité. Chacun, après avoir vu ses yeux, avait l'impression de la connaître tout entière. Et une fois qu'on la connaissait, on ne pouvait pas ne pas l'aimer. En voyant Anna, tout son visage s'illumina, et un sourire joyeux. « Ah, comme je suis contente de vous voir !»
dit-elle en s'approchant d'elle. J'ai voulu vous rejoindre aussitôt après les courses, mais vous étiez déjà parti. J'avais tellement envie de vous voir, précisément hier. C'était affreux, n'est-ce pas? Dit-elle en posant sur Anna son regard qui semblait découvrir toute son âme. Oui, je n'aurais jamais cru que cela pût être aussi émouvant, dit Anna en rougissant. On se leva, à ce moment, pour passer dans le jardin. Je n'y vais pas, dit Lise en souriant et en s'asseyant à côté d'Anna. Vous non plus? Quel intérêt peut-on trouver à jouer au croquet? Si, j'aime bien cela, dit Anna. Ah oui? Dites-moi, comment faites-vous pour ne pas vous ennuyer? On se sent gai rien qu'à vous regarder. Vous vivez? Moi, je m'ennuie. Vous vous ennuyez? Mais votre maison passe pour la plus gaie de Pétersbourg, dit Anna. Peut-être que ceux qui ne la fréquentent pas s'ennuient encore plus. Mais nous ne nous amusons pas. Du moins, je parle pour moi. Je m'ennuie affreusement. Sappho, qui avait allumé une cigarette, sortit dans le jardin avec les deux jeunes gens. Betsy et Stremov restèrent pour prendre le thé. Comment? Vous vous ennuyez? Dit Betsy. Sappho dit qu'on s'est beaucoup amusé chez vous hier. Ah, c'était mortel, dit Lise Merkalov. Après les courses, nous sommes tous rentrés chez moi. Toujours les mêmes têtes, toujours la même chose. Les gens ont passé toute la soirée à se vautrer sur les divans. Cela n'a rien de drôle, non. Comment faites-vous pour ne pas vous ennuyer? Dit-elle, en se tournant de nouveau vers Anna. Il suffit de vous regarder pour voir qu'heureuse ou malheureuse, vous ne vous ennuyez jamais. Dites-moi ce que vous faites. Je ne fais rien, répondit Anna, en rougissant de cette insistance. C'est la meilleure manière, intervint Stremov. Stremov était un homme d'une 50aine d'années, grisonnant mais bien conservé, très laid, avec une physionomie originale et intelligente. Lise Merkalov était la nièce de sa femme, et il passait toutes ses heures libres avec elle. Étant l'ennemi d'Alexis Alexandrovitch, il s'efforça, en homme du monde et en homme d'esprit, de se montrer particulièrement aimable avec Madame Karénine. Oui, appuya-t-il avec un fin sourire, c'est le meilleur moyen. Il y a longtemps que je vous le répète, dit-il en se tournant vers Lise Merkalov. Pour ne pas s'ennuyer, il ne faut pas penser qu'on va s'ennuyer. De même qu'il ne faut pas craindre de ne pas s'endormir si l'on redoute les insomnies. C'est exactement ce qu'a voulu dire Anna Arkadievna. Je serais ravi d'avoir dit cela, car ce n'est pas seulement spirituel, c'est vrai, dit Anna en souriant. Oui, mais dites-moi, pourquoi est-il aussi difficile de s'endormir que de ne pas s'ennuyer? Parce que pour s'endormir, il faut avoir travaillé, et pour s'amuser aussi. Pourquoi travaillerais-je si mon travail n'est utile à personne? Quant à faire semblant, je ne sais pas et je n'en ai pas envie. Vous êtes incorrigible, dit Stremov sans la regarder, et il reprit sa conversation avec Anna. Rencontrant rarement Anna, il ne pouvait lui dire que des banalités, mais il sut lui demander quand elle repartait à Pétersbourg, lui vanter l'amitié que Lydie Ivanovna avait pour elle, d'un air qui laissait voir qu'il désirait de tout son cœur lui être agréable et lui témoigner de son respect, et même davantage. Touchkevitch vint annoncer que toute la société attendait les jours de croquet. Non, ne partez pas, je vous en prie, implora Lise Merkalov en voyant qu'Anna se disposait à s'en aller. Stremov se joignit à elle. Il y a un trop grand contraste entre cette compagnie et celle de la vieille Vrode, lui dit-il. De plus, vous lui serez prétexte à médire, tandis qu'ici, vous n'éveillez que les meilleurs sentiments, tout à l'opposé de la médisance, lui dit-il. Anna fut sur le point de se raviser. Les propos flatteurs de cet homme d'esprit, la sympathie naïve et enfantine que lui montrait Lise Merkalov, ce décor mondain et familier, tout cela était si léger, et ce qui l'attendait était si difficile qu'elle hésita un instant. Pourquoi ne pas rester, ne pas s'éloigner encore la pénible minute des explications? Mais, se rappelant ce qui l'attendait, seule, chez elle, si elle ne prenait aucune décision, se rappelant ce geste qu'elle avait eu lorsqu'elle s'était saisi les cheveux des deux mains, geste qui la terrifiait rien que d'y penser, elle prit congé et se retira.
chapitre 19. Vronsky, malgré sa vie mondaine en apparence frivole, détestait le désordre. Dans sa jeunesse, au corps des pages, il avait éprouvé l'humiliation d'un refus un jour qu'à court d'argent il avait voulu emprunter et, depuis lors, avait fait en sorte de ne jamais se retrouver dans cette situation. Pour tenir ses affaires en ordre, 4 ou 5 fois par an, plus ou moins souvent selon les circonstances, il s'enfermait pour faire ses comptes, ou, comme il disait, faire la lessive. S'étant réveillé tard, le lendemain des courses, Vronsky, sans se raser ni se baigner, endossa une tunique de toile blanche, et après avoir disposé sur sa table son argent, ses comptes et ses lettres, se mit au travail. Petriski, en se réveillant, aperçut son camarade à son bureau. Sachant qu'il était irritable en pareille occurrence, il s'habilla silencieusement et sortit sans le déranger. Tout homme connaissant dans les moindres détails la complexité des conditions qui l'entourent suppose involontairement que cette complexité de conditions et la difficulté de les simplifier ne sont qu'une particularité personnelle et fortuite. Il ne pense pas un instant que les autres doivent faire face à une situation aussi complexe que la sienne. Ainsi en était-il de Vronsky. Il pensait non sans orgueil et non sans raison que tout autre aurait succombé à de pareilles difficultés. Mais il sentait plus que jamais il lui était nécessaire de tirer sa situation au clair afin de ne pas s'y perdre. Tout d'abord, et c'était là le plus facile, il s'attaqua aux affaires d'argent. Il inscrivit de sa fine écriture sur une feuille de papier à lettres tout ce qu'il devait et en fit le total. Il trouva qu'il devait 17 000 roubles et quelques centaines qu'il négligea pour simplifier. Il compta son argent, consulta son carnet de chèques et découvrit qu'il lui restait 1800 roubles et qu'il n'avait pas de rentrée à prévoir d'ici la fin de l'année. Après avoir relu l'état de ses dettes, Vronsky le recopia et le divisa en 3 catégories. Dans la première, se classaient les dettes qu'il fallait payer tout de suite, ou en tout cas, pour le règlement desquelles il fallait toujours tenir de l'argent prêt en cas de mise en demeure. Ces dettes s'élevaient à environ 4000 roubles, 500 pour son cheval, et 2500 qu'un escroc avait en sa présence gagné au jeu à son jeune camarade Benevski, et pour qui Vronsky s'était porté garant. Vronsky avait voulu tout de suite donner l'argent, il l'avait chez lui, mais Venevski et Yashvin avaient insisté pour rembourser cette somme eux-mêmes. Vronsky n'ayant pas pris part au jeu. Tout cela était bel et bon, mais Vronsky savait que cette vilaine affaire dans laquelle il n'avait trempé qu'en se portant garant pour Venevski, il lui fallait garder par devers lui ses 2500 roubles, afin de les jeter à la figure du filou, et de ne plus avoir à lui adresser la parole. Il avait donc besoin de 4000 roubles pour cette première catégorie de dettes, la plus importante. La seconde catégorie, 8000 roubles, se rapportait surtout à son écurie de course, dette aux fournisseurs de foin et d'avoine, à l'anglais, au bourrelier. Là, il lui fallait distribuer environ 2000 roubles pour être tout à fait tranquille. La dernière catégorie comprenait des dettes aux fournisseurs, au restaurant et à son tailleur. Ce n'était pas la peine d'y penser. Ainsi, il lui fallait au moins 6000 roubles pour ses dépenses courantes, et il n'en avait que 1800. Un homme à qui on attribuait 100 000 roubles de revenus n'eût pas dû se sentir dans l'embarras, mais, en fait, Vronsky était bien loin de posséder ces 100 000 roubles. L'énorme fortune de son père, qui rapportait à elle seule 200 000 roubles par an, était indivise. Lorsque son frère aîné s'était marié, endetté jusqu'au cou avec la princesse Varia Tchirkov, la fille du décabriste, qui n'avait aucune fortune, Alexis avait cédé à son frère tout le revenu des terres de son père, dont il ne s'était réservé que 25 000 roubles.
Alexis avait dit alors à son frère que cet argent lui suffirait jusqu'à ce qu'il se marie, ce qui sans doute n'arriverait jamais. Et son frère, qui commandait un des régiments les plus coûteux et qui venait à peine de se marier, n'avait pas pu ne pas accepter ce cadeau. La mère de Vronsky, dont la fortune était indépendante, donnait chaque année à son fils, en plus des 25 000 roubles fixés, 20 000 roubles qu'Alexis dépensait jusqu'au dernier. Ces derniers temps, sa mère, qui l'avait querellé au sujet de sa liaison et de son départ de Moscou, avait cessé de lui envoyer cet argent. Et Vronsky, qui avait pris l'habitude de vivre avec 45 000 roubles et qui n'en avait reçu cette année que 25 000, se trouvait dans l'embarras. Il ne pouvait demander de l'argent à sa mère. Sa dernière lettre qu'il avait reçue la veille l'avait tout particulièrement exaspéré, car elle y laissait entendre qu'elle était prête à l'aider, à remporter des succès dans le monde et dans sa carrière, mais non à mener une vie qui scandalisait toute la bonne société. Ce désir de l'acheter l'avait profondément blessé, et accru son indifférence à l'égard de sa mère. Mais il ne pouvait reprendre la parole généreusement donnée à son frère, quoiqu'il sentît maintenant, en songeant aux conséquences éventuelles de sa liaison avec Anna, que cette parole avait été donnée à la légère et que, bien qu'il fût toujours célibataire, les 100 000 roubles de son revenu pouvaient toujours lui être fort utiles. Mais il lui était impossible de revenir en arrière. Il lui suffisait de songer à sa belle-sœur, la charmante, l'excellente Varia, qui, à chaque occasion, lui rappelait qu'elle n'oubliait pas sa générosité et l'appréciait à sa juste valeur, pour comprendre l'impossibilité de reprendre ce qu'il avait donné. C'était aussi impossible que de battre une femme, de voler ou de mentir. La seule solution, et Vronsky s'y arrêta sans une minute d'hésitation, était d'emprunter 10 000 roubles à un usurier, ce qui n'offrait pas de difficulté, de restreindre ses dépenses et de vendre ses chevaux de course. Après avoir pris cette décision, Vronsky écrivit aussitôt un mot à Rolandaski, qui lui avait plusieurs fois offert de lui acheter ses chevaux. Ensuite, il fit chercher l'anglais et l'usurier et partagea entre ses divers comptes l'argent qui lui restait. Ceci fait, il écrivit une lettre froide et sèche à sa mère. Puis il prit dans son portefeuille 3 billets d'Anna, les relut et les brûla. Au souvenir de leur entretien de la veille, il tomba dans une profonde méditation. Chapitre 20. La vie de Vronsky avait ceci d'heureux qu'elle était régie par un code de principe qui déterminait avec certitude tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ce code de principe embrassait un très petit nombre de circonstances, mais, par contre, ces principes étaient absolus et Vronsky, ne sortant pas de ce cercle étroit, n'hésitait jamais une minute à accomplir son devoir. Ces principes étaient les suivants. Il fallait payer une dette de jeu à un escroc, mais il n'était pas indispensable de régler son tailleur. Il ne fallait pas mentir, cependant il était permis de mentir à une femme. Il ne fallait tromper personne, sauf un mari. On pouvait offenser soi-même, mais en aucun cas pardonner les offenses. Tout déraisonnable et faux que fussent ces principes, ils étaient absolus. Et, en s'y conformant, Vronsky se sentait tranquille et pouvait tenir la tête haute. Ces derniers temps seulement, sa liaison avec Anna lui avait donné à penser que ce code n'embrassait pas toutes les circonstances de la vie et que les difficultés et les doutes pouvaient se présenter dans l'avenir, auxquels il ne trouvait pas de solution. Ses rapports avec Anna et avec son mari étaient jusqu'à présent simples et clairs. Il cadrait avec les principes qui lui dictaient sa ligne de conduite. Anna était une femme honnête, qui lui avait donné son amour. Il l'aimait aussi pour lui, était-elle digne d'autant et même de plus de respect qu'une femme légitime.
Il se serait fait trancher la main, plutôt que de se permettre, par un mot ou une allusion, non seulement de l'offenser, mais de ne pas lui témoigner toute la considération avec laquelle une femme peut prétendre. Ses rapports avec la société étaient simples, aussi. Tous savaient, soupçonnaient sa liaison, mais personne ne devait se permettre d'en parler. Dans le cas contraire, il était prêt à forcer les bavards à se taire et à respecter l'honneur de la femme qu'il aimait, alors qu'il lui avait pris cet honneur. Ses rapports avec le mari étaient plus clairs encore. Dès l'instant où Anna s'était prise de Vronsky, il estimait qu'il était le seul à avoir sur elle des droits imprescriptibles. Le mari n'était qu'un personnage inutile et gênant. Sans doute, il se trouvait dans une fâcheuse position, mais personne n'y pouvait rien. Le seul droit du mari était d'exiger une réparation par les armes, et Vronsky était prêt à lui accorder. Et ces dernières semaines avaient transformé de l'intérieur ses rapports avec les Karénines, et Vronsky était effrayé de leur imprécision. La veille, Anna lui avait annoncé qu'elle était enceinte, et il sentait que cette nouvelle, et ce qu'Anna attendait de lui, exigeait de lui une attitude qui n'était pas prévue par le code de principe qui régissait son existence. Et de fait, il était pris à l'improviste. À la première minute, son cœur l'avait poussé à exiger qu'elle quittât son mari. Il le lui avait dit. Maintenant, après réflexion, il voyait nettement qu'il valait mieux éviter cette rupture, et en même temps, il craignait de mal agir. Lui faire quitter son mari, c'est unir sa vie à la mienne. Y suis-je préparé? Comment pourrais-je l'enlever alors que je n'ai pas d'argent? Admettons que je m'en procure. Puis-je l'enlever tant que je reste au service? Puisque je lui ai dit cela, je dois me tenir prêt à toute éventualité, c'est-à-dire me procurer de l'argent et prendre ma retraite. Il se prit à songer. Prendre ou ne pas prendre sa retraite l'amenait à une préoccupation secrète, connue de lui seul, qui, pour être caché, n'en était pas moins le souci peut-être le plus cher de son existence. L'ambition avait été le rêve de son enfance et de sa jeunesse, rêve qu'il ne s'avouait même pas, mais si puissant que maintenant encore cette passion était en lutte avec son amour. Ses premiers pas dans le monde et dans sa carrière lui avaient valu des succès, mais 2 ans plus tôt, il avait commis une grossière erreur. Désirant montrer son indépendance et avancer, il avait refusé une situation qui lui était offerte, espérant que ce refus lui donnerait du prix. Mais il s'était montré trop téméraire, et on ne s'était plus occupé de lui. Bon gré, mal gré, il supportait maintenant cette situation indépendante qu'il s'était faite. En homme d'esprit qui n'en veut à personne, ne s'estime lésé en aucune sorte et demande seulement qu'on le laisse s'amuser en paix. Or, depuis le séjour qu'il avait fait l'année précédente à Moscou, il ne s'amusait plus. Il sentait que sa réputation d'homme capable qui a renoncé à toute ambition commençait à pâlir, et que beaucoup de gens s'habituaient à penser qu'il n'était rien d'autre qu'un brave et honnête garçon. Sa liaison avec Madame Karénine, qui avait fait tant de bruit et attiré sur lui l'attention générale, l'avait paré d'un nouvel éclat et avait apaisé un temps l'ambition qui le rongeait. Mais 8 jours plus tôt, celle-ci s'était réveillée avec une force accrue. Un de ses camarades d'enfance, du même cercle et de la même société que lui, Serpoukovskoï, entrait et sortit en même temps que lui du corps des cadets, son rival de classe, à la gymnastique, en Freuden et dans ses rêves d'ambition, était rentré quelques jours auparavant d'Asie centrale avec le grade de général, et une distinction rarement accordée à un homme aussi jeune. Dès son arrivée à Pétersbourg, on avait parlé de lui comme d'un nouvel astre qui se levait. Du même âge et de la même promotion que Vronsky, il était général et attendait une nomination qui pouvait lui donner de l'influence sur la marche des affaires d'État, tandis que Vronsky, libre, brillant, aimé d'une femme charmante, n'était qu'un modeste capitaine auquel on permettait de rester indépendant aussi longtemps qu'il le désirait. Bien entendu, je n'envie pas et ne peux pas envier Serpuskoïov,
mais son élévation me montre qu'il suffit à un homme comme moi d'attendre son heure pour faire rapidement carrière. Il y a 3 ans, il était dans la même situation que moi. Si je prends ma retraite, je brûle mes vaisseaux. En restant au service, je ne perds rien. Elle m'a dit elle-même qu'elle ne voulait pas changer sa situation. Possédant son amour, je n'ai pas à envier Serpukhov. Et, tortillant ses moustaches d'un geste lent, il se leva et se mit à arpenter la pièce. Ses yeux brillaient d'un éclat particulier. Il se trouvait dans cet état d'esprit ferme, calme, et heureux qu'il connaissait toujours après avoir tiré sa situation au clair. Tout était limpide et net, comme chaque fois qu'il venait de faire ses comptes. Il se rasa, prit un bain froid, s'habilla et sortit. Chapitre 21. Je venais te chercher. La lessive va durer longtemps aujourd'hui, lui dit Petritsky. C'est fini ? Oui, répondit Vronsky, en souriant des yeux et en tortillant le bout de ses moustaches avec précaution, comme si le moindre mouvement inconsidéré pouvait rompre l'équilibre de ses affaires. Après cette opération, tu as toujours l'air de sortir du bain, lui dit Petritsky. Je viens de chez Gritska, c'était le surnom du colonel. On t'attend. Vronsky regarda son camarade sans répondre. Il pensait à autre chose. Ah, c'est chez lui cette musique ? Dit-il en prêtant l'oreille au son familier des polkas et des valses jouées par un orchestre militaire qui parvenait jusqu'à lui. Il y a une fête ? Serpukhovskoï est arrivé. Ah, dit Vronsky. Je n'en savais rien. Et ses yeux souriants brillèrent d'un éclat encore plus vif. Maintenant qu'il avait décidé qu'il était heureux de cet amour auquel il avait sacrifié son ambition, ou du moins, maintenant qu'il avait assumé ce rôle, Vronsky ne pouvait plus être jaloux de Serpukhov, ni lui-même en vouloir de ne pas être venu le voir en premier. Serpukhovskoï était un bon ami qu'il était ravi de retrouver. Ah, j'en suis enchanté. Le colonel de mine occupait une grande maison seigneuriale. Toute la société était réunie sur la terrasse. Dans la cour, Vronsky aperçut tout d'abord les chanteurs du régiment en tenue d'été autour d'un tonnelet de vodka et la carrure robuste du colonel entouré de ses officiers. Il était descendu sur la première marche de la terrasse et, criant plus fort que la musique qui jouait un quadrille d'Offenbach, donnait des ordres avec de grands gestes à un groupe de soldats qui se tenaient un peu à l'écart. Les soldats, le wagmestre et quelques sous-officiers s'approchèrent de la terrasse en même temps que Vronsky. Le colonel, qui était retourné près de la table, revint sur le perron avec une flûte de champagne et porta un toast d'une voix forte. À la santé de notre ancien camarade, le brave général prince Serpukhovskoï. Hurrah ! Derrière, le colonel, une flûte à la main, apparut Serpukhov, souriant. Tu rajeunis de plus en plus, Bondarenko, dit-il au wagmestre, un gaillard aux joues rouges, qui avait repris du service et qui se tenait devant lui, raide comme un piquet. Vronsky n'avait pas vu Serpukhovskoï depuis 3 ans. Il avait laissé pousser ses favoris, ce qui lui donnait un air plus viril, mais il était toujours aussi harmonieux, frappant moins par sa beauté que par la délicatesse et la noblesse de ses traits, et de toute sa personne. Le seul changement que Vronsky observa en lui était ce rayonnement paisible qui s'installe sur le visage de ceux qui réunissent et qui savent que tous sont conscients de leur réussite. Vronsky connaissait ce rayonnement et le remarqua aussitôt en Serpukhovskoï. En descendant l'escalier, Serpukhovskoï aperçut Vronsky. Un sourire radieux éclaira son visage. Il lui fit un signe de tête, en levant la tête, lui montrant par ce geste qu'il ne pouvait se dispenser d'aller tout d'abord trinquer avec le wagmestre qui se tenait au garde à vous, les lèvres closes, dans l'attente
du baiser de l'officier. « Ah, le voici !» s'écria le colonel. « Yakvin m'avait dit que tu étais dans une de tes crises de mélancolie. » Serpukhowskoï baisa les lèvres humides et fraîches du beau vaguemestre et, s'essuyant la bouche avec son mouchoir, s'approcha de Vronsky. « Je suis très heureux de te voir, » lui dit-il en serrant la main et en l'entraînant à l'écart. « Occupez-vous de lui » cria le colonel à Yashvin en lui montrant Vronsky, et il descendit se joindre aux soldats. « Pourquoi n'es-tu pas venu hier aux courses ? Je pensais t'y voir, » dit Vronsky en examinant Serpukhowskoï. « J'y suis venu, mais trop tard. Je m'excuse, » ajouta-t-il en se tournant vers son aide de camp. « Je vous en prie, distribuez cela aux hommes de ma part. » Il prit précipitamment dans son portefeuille 3 billets de 100 roubles et rougit. « Vronsky, veux-tu manger ou boire quelque chose ?» demanda Yashvin. « Eh, conserve le compte. En attendant, bois cela. » La fête se prolongea longtemps. On but beaucoup. On balança Serpukhowskoï à bout de bras et on le jeta en l'air. On fit subir le même traitement au colonel. Puis le colonel en personne dansa devant les chanteurs avec Petritsky. Puis le colonel, un peu affaibli, s'assit sur un banc dans la cour et commença à démontrer à Yashvin la supériorité de la Russe sur la Prusse, notamment dans la charge de cavalerie, et l'animation tomba un moment. Serpukhowskoï rentra pour se laver les mains et retrouva Vronsky dans le cabinet de toilette. Vronsky s'aspergeait d'eau. Il avait ôté sa tunique et laissé couler l'eau du robinet sur sa nuque rouge recouverte de cheveux, et se frottait le cou et le visage. Lorsqu'il eut terminé, il vint rejoindre Serpukhowskoï. Tous deux s'assirent sur un petit divan et commencèrent une conversation pleine d'intérêt. « Ma femme me met au courant de tes faits et gestes, » dit Serpukhowskoï. « Je suis content que tu la vois souvent. » « C'est une amie de Varia, et ce sont les seules femmes de Pétersbourg que j'ai plaisir à rencontrer, » répondit Vronsky en souriant. Il souriait parce qu'il prévoyait le thème autour duquel tournerait la conversation, et cela lui était agréable. « Les seules ?» lui demanda Serpukhowskoï en souriant. « Moi aussi j'ai eu de tes nouvelles, mais pas seulement de ta femme, » dit Vronsky, qui coupa court à cette allusion en prenant une expression sévère. « Je suis très heureux de ton succès, qui ne m'étonne nullement. J'attendais encore davantage. » Serpukhowskoï sourit. Il était visiblement charmé qu'on eût cette opinion de lui, et ne jugeait pas nécessaire de le dissimuler. « Moi, je t'avouerai, au contraire, que je n'en espérais pas tant. Mais je suis content, très content. Je suis ambitieux, c'est ma faiblesse, et je ne m'en cache pas. Peut-être que tu ne le reconnaîtrais pas si tu n'avais pas réussi, » dit Vronsky. « Je ne pense pas, » dit Serpukhowskoï en souriant de nouveau. « Je ne dirais pas que sans ambition la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, mais on s'ennuierait. Je me trompe peut-être cependant. Il me semble que j'ai quelques capacités dans la sphère d'activité que j'ai choisie, et qu'entre mes mains le pouvoir, quel qu'il soit, si jamais il m'est donné, sera mieux placé qu'entre les mains de beaucoup de gens de ma connaissance, » dit Serpukhowskoï, resplendissant d'assurance. « Aussi, plus j'approcherai du pouvoir, plus je serai content. Ce qui est vrai pour toi peut ne pas l'être pour tout le monde. J'ai pensé comme toi. Cependant, je vis et je trouve que l'ambition n'est pas uniquement ce qui donne du prix à la vie, » dit Vronsky. « Nous y voilà, » dit Serpukhowskoï en riant. « Je t'ai dit au commencement que j'avais été tenu au courant de tes faits et gestes. J'ai donc appris ton refus. Bien entendu, je t'ai approuvé. Toutefois, il y a la manière. Je pense que tu as très bien fait, mais que tu ne t'y es pas pris comme il aurait fallu. Ce qui est fait, et tu sais que je ne me dédie jamais. D'ailleurs, je suis très bien comme cela. Pour le moment, car tu ne peux t'en tenir là. Je ne dirai pas cela à ton frère, c'est un aimable enfant, tout comme notre hôte. Tu l'entends ?
ajouta-t-il en prêtant l'oreille à des hurrahs. Il s'amuse. Toi, cela ne peut te satisfaire. Je ne dis pas que je suis satisfait. Non, cela ne suffit pas. Les hommes comme toi sont nécessaires. À qui? À qui? À la société, à la Russie. La Russie a besoin d'hommes. Elle a besoin d'un parti. Sinon, tout ira à volo. C'est-à-dire le parti de Berteniev contre les communistes russes? Non, dit Serpukovskoï, fronçant les sourcils avec humeur à l'idée qu'on pût le soupçonner d'une pareille sottise. Tout ça est une blague. Cela a toujours existé et existera toujours. Il n'y a pas de communistes. Les intrigants ont toujours besoin d'inventer un parti nuisible, dangereux. C'est une vieille histoire. Non, il nous faut un parti d'hommes indépendants, comme toi et moi. Et pourquoi? Vronsky nomma quelques personnalités influentes. Pourquoi ceux-là ne sont-ils pas indépendants? Simplement parce qu'ils n'ont pas eu depuis leur naissance de fortune indépendante. Que surtout, ils ne sont pas nés, comme nous, dans les parages du soleil. On peut les acheter avec de l'argent ou avec des flatteries. Et pour se maintenir, il leur faut s'inventer une direction. Ils poursuivent une idée quelconque à laquelle ils ne croient pas eux-mêmes et qui fait le mal. Et ce n'est pas pour eux qu'un moyen d'être logés aux frais de l'État et de recevoir certains appointements. Cela n'est pas plus fin que ça. Quand on regarde dans leur jeu, peut-être que je suis pire ou plus bête qu'eux, quoique je ne vois pas pourquoi je devrais être pire qu'eux. Toi et moi possédons sur eux un avantage fondamental. Il est plus difficile de nous acheter. Les hommes comme nous sont plus que jamais nécessaires. Vronsky écoutait avec attention. Ce n'était pas tant le contenu des mots qui l'intéressait que le point de vue de Serpukovskoï, qui songeait déjà à entrer en lutte avec le pouvoir, et qui avait déjà dans le monde des sympathies et ses antipathies, alors que ses intérêts à lui ne dépassaient pas ceux de son escadron. Vronsky comprit aussitôt que Serpukovskoï pouvait acquérir beaucoup de force par son indubitable capacité de comprendre un sujet, d'en envisager tous les aspects, et par son intelligence et son éloquence, si rares dans le milieu où il vivait. Et quoi qu'il en eût honte, il était jaloux de son ami. C'est vrai, mais il me manque pour cela une qualité essentielle, le désir du pouvoir, répondit-il. Je l'ai eu, je l'ai perdu. Tu m'excuseras, mais ce n'est pas vrai, dit Serpukovskoï en souriant. Si, c'est vrai. Maintenant, pour être sincère, ajouta Vronsky. Oui, maintenant, c'est une autre affaire. Maintenant, ne durera pas toujours. Peut-être, répondit Vronsky. Tu dis peut-être, poursuivit Serpukovskoï, comme s'il devinait sa pensée. Et moi je te dis sûrement. C'est pour cela que je voulais te voir. Tu as agi comme il fallait. Je te comprends, mais tu ne dois pas persévérer. Je te demande seulement carte blanche. Je ne veux pas jouer au protecteur, quoiqu'au fait je ne vois pas pourquoi je n'y jouerai pas. Tu m'as protégé tant de fois. J'espère que notre amitié est au-dessus de cela. Oui, dit-il en souriant avec tendresse, comme une femme. Donne-moi carte blanche. Quitte le régiment et je t'attirerai sans qu'il y paraisse. Comprends donc que je n'ai besoin de rien, dit Vronsky, si ce n'est que tout reste comme à présent. Serpukovskoï se leva et se plaça devant lui. Tu dis cela. Je comprends ce que cela signifie. Écoute, nous sommes du même âge. Peut-être as-tu connu plus de femmes que moi. Le sourire et les gestes de Serpukovskoï disaient que Vronsky ne devait pas avoir peur, qu'il effleurait l'endroit sensible avec précaution et délicatesse. Mais je suis marié, et crois-moi, comme on l'a dit, je ne sais plus qui, celui qui n'a connu que sa femme et qui l'a aimée en sait plus long sur la femme que s'il en avait connu 1000. Nous arrivons, cria Vronsky à un officier qui avait passé la tête à la porte et qui les appelait de la part du colonel. Vronsky voulait maintenant écouter Serpukovskoï jusqu'au bout pour voir où il voulait en venir. Voici mon opinion. La femme est la principale pierre d'achoppement dans la carrière d'un homme.
Il est difficile d'aimer une femme et de faire quoi que ce soit. Il n'y a qu'un moyen de connaître les agréments de l'amour sans qu'il devienne pour vous une entrave, se marier. Comment t'expliquer ce que je pense, dit Serpukovskoï, qui aimait les comparaisons. Tiens, voilà. Oui, on ne peut à la fois porter un fardeau et faire quelque chose de ses mains que si on attache ce fardeau sur le dos. Et c'est le mariage. C'est ce que j'ai senti une fois marié. Brusquement, j'ai eu les mains vides. Mais si l'on traîne ce fardeau en dehors du mariage, on a les mains si encombrées qu'on ne peut plus rien faire. Regarde Mazankov, Kroupov. Ils ont compromis leur carrière par la faute des femmes. Quelle femme ? Dit Vronsky, pensant à l'actrice et à la française avec lesquelles ces deux hommes entretenaient une liaison. C'est d'autant plus grave si la position de la femme dans le monde est plus solide. Ce n'est plus alors se charger d'un fardeau, c'est l'arracher à un autre. Tu n'as jamais aimé, répondit Vronsky à voix basse, en regardant devant lui et en pensant à Anna. Peut-être, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Encore ceci, les femmes sont toujours plus matérielles que les hommes. Nous faisons de l'amour quelque chose d'immense, elles sont toujours terre à terre. Tout de suite, dit-il au valet de chambre qui entrait, mais celui-ci ne venait pas les chercher. Il apportait un billet à Vronsky. On vous a apporté cela de la part de la princesse Tverskoï. Vronsky décacheta la lettre et devint tout rouge. J'ai mal à la tête. Je rentre chez moi, dit-il à Serpukovskoï. Bon, alors adieu. Tu me donnes carte blanche. Nous en reparlerons. Je te retrouverai à Pétersbourg. Chapitre 22. Il était déjà 5 heures passées. Afin d'arriver à temps et de ne pas faire le trajet avec ses chevaux que tout le monde connaissait, Vronsky monta dans le fiacre de Yachvin et ordonna au cocher d'aller aussi vite que possible. La vieille voiture à 4 places était spacieuse. Il s'assit dans un coin, posa ses pieds sur la banquette d'en face et se prit à songer. La conscience confuse d'avoir mis de l'ordre dans ses affaires, le souvenir indistinct de l'amitié et des paroles flatteuses de Serpukovskoï qui le tenait pour un homme nécessaire et, surtout, l'attente du rendez-vous, tout se fondait dans une impression générale de félicité. Ce sentiment était si fort qu'il sourit involontairement. Il posa ses pieds par terre, croisa ses jambes, palpa de la main son mollet élastique contusionné de la veille lors de sa chute, et, se renversant en arrière, respira plusieurs fois à pleine poitrine. Bien, très bien, se disait-il. Il avait déjà éprouvé souvent cette conscience heureuse de son corps, mais jamais il ne s'était aimé. Jamais il n'avait aimé son corps comme ce jour-là. Il lui était agréable de sentir cette légère douleur à la jambe, et le mouvement des muscles de sa poitrine lorsqu'il respirait. Cette même journée d'août claire et froide qui avait agi de façon si déprimante sur Anna, le stimulait et rafraîchissait son visage et son cou réchauffés par les ablutions. L'odeur de brillantine de ses moustaches lui paraissait particulièrement plaisante dans cet air frais. Tout ce qu'il voyait à travers la vitre, tout dans cet air pur et froid, cette lumière blafarde du couchant était aussi frais, joyeux et fort que lui-même. Et les toits des maisons brillant sous les rayons du soleil, et les contours nets des clôtures et des angles des constructions, et les silhouettes des piétons et des équipages qu'ils croisaient de temps à autre, et la verdure immobile des arbres et des pelouses, et les champs avec leurs sillons réguliers de pommes de terre, et les ombres obliques qui tombaient des maisons, et des arbres, des buissons et des sillons de pommes de terre. Tout cela était beau comme un paysage délicat, à peine terminé et verni. Plus vite,
dit-il au cocher, en se penchant par la portière et, prenant dans sa poche un billet de 3 roubles, il le glissa dans la main de l'homme qui se retournait vers lui. Le cocher tapota la lanterne, on entendit le claquement de son fouet, et le fiacre partit à vive allure sur la chaussée unie. Je n'ai besoin de rien d'autre que ce bonheur, songeait-il, en regardant le bouton de sonnette en os placé entre les 2 glaces, et il s'imaginait Anna telle qu'il l'avait vue la dernière fois. Plus cela va, plus je l'aime. Voilà le jardin Vred. Où est-elle donc? Où? Comment? Pourquoi m'a-t-elle donné rendez-vous ici et pourquoi a-t-elle ajouté un mot à la lettre de Betsy? Se demanda-t-il pour la première fois. Il était trop tard pour penser. Il arrêta le cocher avant la venue et, ouvrant la portière, sauta en marche et remonta l'allée qui conduisait à la maison. Il n'y avait personne dans l'allée, mais, en jetant un coup d'œil à droite, il l'aperçut. Bien que son visage fût caché par une voilette, il reconnut aussitôt, avec joie, sa démarche particulière, la courbe de ses épaules, son port de tête, et ressentit comme une secousse électrique dans tout son corps. Avec une nouvelle force lui revint cette conscience de son être, depuis les mouvements souples de ses jambes jusqu'à ceux de sa poitrine lorsqu'il respirait, et il éprouva une démangeaison aux lèvres. Lorsqu'il l'eut rejointe, elle lui serra la main avec force. « Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait venir? Il fallait absolument que je te voie, » lui dit-elle, et le pli sérieux et sévère de ses lèvres qu'elle voyait à travers la voilette changea aussitôt l'heureuse disposition de Vronsky. « Moi? T'en vouloir? Mais comment? Pourquoi es-tu ici? » « Peu importe, » dit-elle en passant son bras sous le sien. « Viens, j'ai à te parler. » Il comprit qu'il était arrivé quelque chose et que cet entretien ne serait pas joyeux. En présence d'Anna, il n'avait plus son libre arbitre. Sans connaître les causes de son inquiétude, il sentait déjà cette inquiétude le gagner. « Qu'y a-t-il donc ?» lui demanda-t-il en serrant le bras d'Anna contre lui et en essayant de lire ses pensées sur son visage. Elle fit quelques pas sans mot dire, pour rassembler son courage, et s'arrêta brusquement. « Je ne t'ai pas dit hier, » dit-elle en respirant avec effort, « qu'en rentrant à la maison avec Alexis Alexandrovitch, je lui ai annoncé que je ne pouvais plus être sa femme et que... Et je lui ai tout dit. » Il l'écoutait, penché instinctivement vers elle, comme s'il désirait par là alléger le poids de sa situation. Mais dès qu'elle lui dit cela, il se redressa soudain et son visage prit une expression orgueilleuse et sévère. « Oui, oui, c'est mieux, 1000 fois mieux. Je comprends combien cela a dû être pénible, » dit-il. Mais elle n'écoutait pas ce qu'il disait. Elle lisait ses pensées sur son visage. Elle ne pouvait pas savoir que l'expression de son visage se rapporterait à la première idée qui s'était présentée à Vronsky. Le duel était désormais inévitable. Jamais elle n'avait pensé au duel. Aussi expliqua-t-elle autrement cette expression fugitive de sévérité. Depuis qu'elle avait reçu la lettre de son mari, elle sentait au fond de son cœur que tout resterait comme par le passé, qu'elle n'aurait pas la force de renoncer à cette situation et d'abandonner son fils pour unir sa vie à celle de son amant. La matinée passée chez la princesse Tverskoï l'avait encore affermie dans cette conviction. Mais cette entrevue était malgré tout pour elle extrêmement importante. Elle espérait qu'elle apporterait un changement dans leur situation et la sauverait. Si à cette nouvelle, il lui disait, passionnément, sans une minute d'hésitation, « Quitte tout et viens avec moi », elle quitterait son fils et partirait avec lui. Et cette nouvelle ne lui avait pas produit l'effet qu'elle attendait. Il semblait nettement offensé. « Cela n'a pas du tout été pénible. Cela s'est fait de soi-même, » dit-elle d'un ton irrité. « Tiens. » Elle sortit de son gant la lettre de son mari. « Je comprends, l'interrompit-il, en prenant la lettre sans la lire et en essayant de la calmer. C'est tout ce que je demandais, tout ce que je désirais. Briser cette situation pour consacrer ma vie à ton bonheur. Pourquoi me dis-tu cela ? Lui dit-elle. Puis j'en doutais, si j'en doutais,
Qui vient là ? Dit tout à coup Vronsky, en désignant deux dames qui venaient à leur rencontre. Peut-être qu'elles nous connaissent. Et il l'entraîna précipitamment dans un sentier de traverse. Ah, cela m'est égal, dit-elle. Ses lèvres se mirent à trembler. Vronsky crut voir qu'elle le regardait à travers sa voilette avec une expression de haine étrange. Oui, la question n'est pas là. Je ne puis douter de toi, mais voici ce qu'il m'écrit. Lis. Elle s'arrêta encore. En lisant la lettre, Vronsky, comme tout à l'heure en apprenant la rupture avec le mari, s'abandonna au sentiment naturel qu'éveillaient en lui ses rapports avec le mari offensé. Maintenant qu'il tenait cette lettre entre ses mains, il songeait malgré lui à la provocation qu'il trouverait sans doute aujourd'hui même ou demain chez lui, et au duel lui-même. Il tirerait en l'air et, avec la même expression froide et sévère qu'on voyait en cet instant sur son visage, attendrait que le mari offensé tirât sur lui, et aussitôt, il songea à ce que Serpukhovskoï venait de dire, et à ce qu'il pensait lui-même ce matin-là. Il valait mieux ne pas se lier. Mais il savait qu'il ne pouvait en faire part à Anna. Après avoir lu la lettre, il leva les yeux sur elle. Son regard manquait de résolution. Elle comprit aussitôt qu'il avait déjà réfléchi à tout ceci. Elle savait que, quoi qu'on lui dît, il n'exprimerait pas toute sa pensée, et elle comprit que son dernier espoir s'évanouissait. Ce n'était pas ce qu'elle avait attendu. « Tu vois quel homme c'est ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Il... Pardonne-moi, mais je m'en réjouis, » interrompit Vronsky. « Pour l'amour de Dieu, laisse-moi achever, reprit-il en la suppliant du regard de lui laisser le temps de s'expliquer. Je m'en réjouis parce qu'il est impossible d'en rester là, comme il le suppose. » « Pourquoi donc ?» fit Anna en retenant ses larmes. Visiblement, elle n'attachait plus aucune importance à ses paroles. Elle sentait que son sort était décidé. Vronsky voulait dire qu'après le duel, inévitable selon lui, la situation ne pouvait se prolonger. Mais il dit autre chose. Cela ne peut continuer. J'espère que maintenant tu vas le quitter. J'espère, il se troubla et rougit, que tu me permettras de songer à l'organisation de notre vie. Demain. Elle ne le laissa pas achever. Et mon fils, s'écria-t-elle, tu vois ce qu'il est écrit. Il faudrait l'abandonner. Et je ne le puis ni le veux. Mais au nom du ciel, qu'est-il préférable? Laisser ton fils ou rester dans cette situation humiliante? Pour qui est-elle humiliante? Pour nous tous, et surtout pour toi. Humiliante. Ne dis pas cela. Ces mots n'ont pas de sens pour moi, dit-elle d'une voix tremblante. Elle ne voulait pas qu'il mentît. Il ne lui restait plus que l'amour de Vronsky, et elle voulait l'aimer. Comprends donc que, du jour où je t'ai aimé, tout a changé. Pour moi, il n'y a plus que ton amour. Si je l'ai, je me sens si haut que rien ne peut me paraître humiliant. Je suis fier de ma situation parce que je suis fier. Elle ne dit pas de quoi elle était fière. Des larmes de honte et de désespoir l'étranglèrent. Elle s'arrêta en sanglotant. Il sentit aussi quelque chose le prendre à la gorge, lui picoter le nez, et, pour la première fois de sa vie, se crut près de pleurer. Il n'eût pu dire ce qui le touchait précisément. Il avait pitié d'elle. Il sentait qu'il ne pouvait lui venir en aide et, en même temps, il savait qu'il était la cause de son malheur, qu'il avait commis une mauvaise action. Le divorce est-il possible ? Le divorce est-il impossible ? Dit-il faiblement. Elle secoua la tête sans répondre. Ne pourrais-tu le quitter et garder ton fils ? Si, mais tout cela dépend de lui. Maintenant, je dois aller le rejoindre, dit-elle sèchement. Son pressentiment ne l'avait pas trompée. Tout resterait comme par le passé. Je serai mardi à Pétersbourg, et nous prendrons une décision. Oui, dit-elle, mais ne parlons plus de cela. La voiture d'Anna, qu'elle avait renvoyée en ordonnant qu'on vînt la prendre à la grille du jardin Vred, approchait.
Anna dit adieu à Vronsky et rentra chez elle.